Bonjour, Bonjour. bienvenue sur la chaîne YouTube de Transition et Énergie. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet important et d'un sujet qui, à notre sens ou à mon sens, est un peu sous-estimé, qui est celui de la révolution en cours, qui va être une révolution considérable et qui est une révolution considérable dans les transports et dans la façon dont nous nous déplaçons tous et même dans les marchandises se déplacent. Et j'ai pour m'accompagner sur ce sujet Gilles Bridier, Bonjour. qui est un éminent journaliste, qui a dirigé de nombreuses rédactions, dont celle de la Tribune, et qui est un grand spécialiste des transports et qui va pouvoir nous apporter sa science sur ce domaine. Ça fait des années, et à juste raison, qu'on dit qu'en matière de transition énergétique, les chemins de fer sont une panacée. Parce que la consommation d'énergie par quantité transportée, si on fait le ratio vitesse, quantité, etc., est de loin la meilleure de tous les types de transport. Et en plus, le transport ferroviaire est souvent électrifié et décarboner la production d'électricité est presque ce qu'il y a de plus facile. Avec le nucléaire, avec les renouvelables, etc. Sauf que, entre ce qu'on dit sur la nécessité de développer le ferroviaire, ce qu'on dit sur le fret ferroviaire, c'est une panacée ou c'est un moyen d'éviter d'avoir tant de camions sur les routes. Et la réalité, il y a un fossé. C'est-à-dire qu'on nous annonce depuis très longtemps que on va faire tout ce qu'on peut pour que les gens se déplacent plus en utilisant le train, qu'on va faire tout ce qu'on peut pour qu'on utilise beaucoup plus le train pour transporter les marchandises. On parle de faire route, de mettre des camions sur les trains, etc. En fait, ça se traduit presque jamais dans les faits. Alors, comment vous expliquez ça, Gilles ? Alors d'abord, le transport, vous avez dit sous-estimé, c'est tout à fait vrai. D'ailleurs, le transport est à l'intérieur d'un paradoxe. Le paradoxe, c'est qu'on a besoin de transport tout le temps, pour tout le monde, partout. Et malgré tout, on pense, c'est complètement banalisé et c'est presque, dans le vécu quotidien, quelque chose de naturel. Alors que c'est le secteur qui cumule le plus de contraintes. Secteur d'activité économique. Contraintes physiques, bien sûr, donc, quand on se transporte, il y a un mouvement. Contraintes techniques, en 2 siècles, l'évolution qu'il y a eu, que vous avez souligné, est réelle, mais c'est beaucoup de progrès techniques. Il y a des contraintes sociales et réglementaires. On en parlera tout à l'heure, qu'il s'agisse de la route ou de l'aérien ou du ferroviaire. Des contraintes environnementales, on ne fait qu'en parler en ce moment, environnementales et écologiques. Des contraintes géopolitiques. Il suffit de voir ce qui se passe quand des problèmes géopolitiques bloquent le canal de Suez, par exemple, ou l'entrée dans la mer Rouge. Et puis des contraintes économiques, bien sûr, parce que s'il n'y avait pas de contraintes économiques, on entretiendrait les réseaux très facilement. Or, c'est très compliqué parce que ça coûte très cher. Et pour faire des économies, on ne le fait pas. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ça pose des tas de problèmes. Donc, il y a même l'évolution, par exemple, l'évolution moderne dans la gestion de l'économie et les processus logistiques. On a vu se mettre en place le e-commerce avec l'arrivée d'Internet. Le e-commerce a généré énormément de transports. On voit aussi que la conquête spatiale, c'est aussi du transport. Et on en parle de plus en plus. Qui aurait imaginé, il y a même 30 ans, qu'on réutiliserait des navettes et des modules pour aller sur dans l'espace. Oui, pour mettre des satellites en orbite, voire aller plus loin. Dans l'ISS. Bref, tout ça, c'est autant de paradoxes. Et on ne s'aperçoit de toutes les contraintes qui entourent le transport et dans lesquelles il baigne que quand il y a un grain de sable dans le processus. Avant, d'ailleurs, il n'y avait pas le ministère des Transports, c'était pas de la politique, c'était de la technique. Aujourd'hui, on s'est aperçu à quel point c'est un ministère très politique aussi. Parce que justement, il y a de l'écologie, parce qu'il y a de l'économie, parce qu'il y a de la géopolitique et tout ce que l'on vient de dire. Alors, malgré tout, on est très dépendant de l'énergie, et vous avez cité l'énergie tirée des fossiles. Bon. On parle beaucoup du train, de l'électrification de ce mode. C'est vrai qu'un train, c'est 45 poids lourds. En train de marchandises. En train de marchandises. Donc, il y aurait beaucoup à gagner sur un point de vue environnemental à utiliser plus le train. Mais aujourd'hui, 90% des transports de marchandises
passe par la route. Et ça fait des décennies qu'on nous explique qu'on va mettre le paquet, qu'on va développer le fret ferroviaire, et en fait, ça ne fonctionne jamais, ça n'aboutit jamais. Ce sont éventuellement des milliards investis ou des promesses en l'air. Exactement. C'est même pire que ça, puisque pardon, dans les années 80, 30% du trafic de marchandises passait par le rail. Dans les années 2000, c'était 20%, et aujourd'hui, c'est moins de 10%. Alors, je pense qu'il y a aussi un phénomène de désindustrialisation, et notamment d'industrie lourde, qui joue. C'est-à-dire transporter du charbon, de l'acier, ou des pondéreux dans des grandes usines avec les chemins de fer, ça allait de soi. À partir du moment où on n'a plus les usines, ça devient plus compliqué. Alors exactement, il y a eu... et les usines qui restent ne sont plus embranchées sur le réseau. C'est-à-dire qu'il y a forcément une rupture de charge pour aller du train de marchandises jusqu'à l'usine, puisqu'ils ne sont plus embranchés. Mais il n'y a pas que ça, malgré tout, parce qu'il y a eu des choix politiques qui ont fait que le transport ferroviaire n'est plus assez fiable à l'heure du zéro stock, et donc du flux tendu. Il faut, avec du flux tendu, des transports très fiables. C'est-à-dire que les clients entreprises ne sont pas sûrs du tout d'être livrés en temps et en heure. Exactement. Ce qui leur crée d'énormes problèmes. Exactement. Et comme maintenant on travaille sur le zéro stock ou presque, il faut absolument que les chaînes soient alimentées en continu. Si le mode de transport ne le permet pas, c'est autant de pertes pour l'entreprise. Donc, c'est la raison pour laquelle... mais ça, ce sont des choix politiques. Parce que, par exemple, en Allemagne, le transport ferroviaire de marchandises, c'est 18% de... Alors, ils ont plus d'industrie lourde aussi. Quand Exactement. Mais ils ont aussi un réseau ferré pour les marchandises dédié. Ah, spécifique, ce qui change tout. Ça change tout. En France, on a, c'est d'ailleurs une préconisation de l'Europe, avoir un réseau marchandises ferré dédié. En France, on a dit le réseau voyageurs sera le réseau TGV et le réseau traditionnel, conventionnel, sera le réseau pour les marchandises. Sauf qu'il n'y a pas de ligne TGV partout. Il y a toujours des TER qui circulent. Et du coup, les trains de marchandises sont en attente dans les triages pour laisser passer les trains de voyageurs. Et toute cette politique qui a été mise en œuvre fait que le transport ferré de marchandises n'est plus assez fiable et ne correspond plus aux nécessités des entreprises. Et donc les promesses ne servent à rien. Ah ben, là, les promesses n'ont pas servi, puisque, encore une fois, on voit qu'il y a eu un recul des transports ferroviaires de marchandises. Les nouvelles techniques qui ont été mises au jour, comme par exemple le transport des camions sur les trains, sur des longues relations. Ça s'appelle le ferroutage, c'est ça ? Le ferroutage, c'est ça. Le transport de camions sur les trains, sur des relations comme par exemple entre la frontière espagnole et la frontière luxembourgeoise. Aujourd'hui, il y a cinq grands axes sur lesquels c'est pratiqué, mais ça ne représente que 10% du total des transports de marchandises, c'est-à-dire 10% de 10%. Faites le compte, ça fait pas beaucoup, ça fait 1%. Alors, il y a aussi, bien sûr, dans le ferroutage, on parle aussi dans le transport combiné, du transport de conteneurs. Alors, le transport de conteneurs, c'est à peu près la moitié du transport ferroviaire de marchandises. C'est-à-dire qu'on prend des conteneurs qui ont été transportés par des bateaux, on les met sur des camions et les camions vont sur les trains. Voilà, c'est ça. Non, les camions ne vont pas sur les trains. On prend les conteneurs et on les met sur les trains. D'accord. Mais ça implique d'avoir des plateformes de manutention, des plateformes intermodales. Aujourd'hui, il y en a une cinquantaine très, très importante en France, mais ça prend du temps. Et il y a toujours des ruptures de charge, ce qui fait que ça augmente le temps de transport. Oui, parce qu'une fois arrivé dans une gare, il faut de nouveau qu'on mette le container et souvent sur un camion qui, lui, va l'amener jusque dans l'usine. Voilà. Et toutes ces opérations de manutention, par grutage bien sûr, prennent du temps et ôtent de la compétitivité au transport ferré. Bon. Ce qui explique que le transport ferré, en plus avec les réglementations sociales qui sont attachées
au travail des cheminots, le transport ferré n'est plus assez compétitif et a toujours été déficitaire au sein de la SNCF. C'est toujours les transports de voyageurs qui ont subventionné, entre guillemets, les transports de Et il n'y a aucune marchandises. chance, pour tel qu'on voit les choses, pour que ça change aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je ne sais pas comment on peut imaginer les choses, puisque même la fret SNCF va subir une énorme révolution. À cause de subventions que l'État a versées à fret SNCF, l'Europe, Bruxelles, oblige à... fret SNCF est en faillite, 5,7 milliards d'euros. Fret SNCF ne peut pas remboursé. Et l'État, avec la réforme de 2020, a déjà désendetté la SNCF de 35 milliards. Pas le fret, hein, mais tout le groupe. Donc aujourd'hui, il n'y a qu'une solution, c'est un coup d'accordéon. C'est-à-dire que normalement, à partir du début 2025, on n'en parle pas encore beaucoup trop parce qu'il y a des élections. À partir de 2025, il y aura un coup d'accordéon qui fera que la SNCF ne renouvellera pas ses contrats de transport de train complet avec ses clients, donc ces transports-là seront mis sur le marché. La SNCF va perdre à peu près 30% de son activité. C'est-à-dire que ça contraint une ouverture à la concurrence, c'est ça? Oui, exactement. C'est ce que Bruxelles a demandé en échange entre guillemets, du sauvetage financier. D'accord. Mais du coup, et donc, il y a d'autres opérateurs qui vont venir opérer des trains de marchandises en France. Voilà, parce que de toute façon, le trafic de marchandises est en France ouvert à la concurrence depuis 2003 sur les transports internationaux et depuis 2006 sur les transports nationaux. Mais parce que la SNCF pratiquait des coûts avantageux et aussi parce que c'est compliqué l'organisation sur un réseau des trains, parce qu'il y a il y a toute la problématique des sillons sur lesquels on reviendra peut-être et qui est notamment à la base du manque de compétitivité du fret SNCF. Donc la concurrence est ouverte, mais elle le sera encore plus. Et la SNCF va donc perdre une partie de ses transports par train complet, qui sont les plus rentables, parce que vous avez un client et un train. Elle va les mettre sur le marché, appel d'offres, et elle va perdre 20% de son chiffre d'affaires. Donc elle perd déjà énormément d'argent sur le fret. Si en plus elle perd 20% de son chiffre d'affaires, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe que Louis Gallois, qui a été président de la SNCF avant d'être aussi à Airbus et PSA, devant l'Assemblée nationale, enfin une commission de l'Assemblée nationale où il était auditionné, a dit « c'est absurde ». C'est absurde de vouloir redresser une société en la privant de ce qui est le plus rentable de son activité. Surtout qu'elle perd déjà de l'argent. Exactement. Mais c'est un projet qui a été présenté par Clément Beaune, soutenu par Elisabeth Borne lorsqu'elle était Premier ministre. Et Clément Beaune qui était ministre des Transports du gouvernement précédent. Du gouvernement d'Elisabeth Borne. Et normalement, le dossier est sur la table de Bruxelles, et il devrait aboutir. Donc, on aura une remise en question totale du périmètre de fret SNCF. Donc, la question qui était, est-ce que les choses peuvent s'améliorer? En fait, non, elles vont continuer à se dégrader. On peut le craindre. Alors, peut-être que, comptablement, fret SNCF s'en sortira mieux. Je ne sais pas. Ça, c'est à voir. En fait, on va gérer la décrue ou la dégringolade. Exactement. Et d'ailleurs, les syndicats sont montés au créneau. Pour l'instant, ils attendent de voir comment les cheminots vont être repris dans le groupe, mais c'est quand même gérer la décadence. Donc vous nous annoncez une crise pour la fin de l'année. Clairement. D'ailleurs, il y en a déjà eu une, et puis comme le gouvernement déjà sous... Le fret allait mal du temps où Guillaume Pépi était président de la SNCF. Et il avait voulu faire passer une réforme qui obligeait les cheminots du fret à plus d'heures travaillées, et notamment la nuit.
la réforme n'est pas passée parce que les cheminots se sont mis en grève et que le gouvernement a demandé de retirer la réforme. Ce n'est pas la première fois que le gouvernement empêche une réforme d'aboutir à la SNCF. Bon, bah aujourd'hui, voilà.